14h pile. On peut démarrer donc cette table ronde. Merci d'être avec nous. Un sujet sensible, et c'est peu de le dire, puisqu'on va parler de la sensibilisation à la cybersécurité lors de l'intégration de machines. Alors c'est vrai qu'avec l'industrie du futur et la connexion des machines, la cybersécurité est un risque émergent. Alors à l'occasion de cette journée technique, Proxinov souhaitait vous sensibiliser face aux menaces de corruption des machines avec des experts afin simplement de cerner tous les enjeux, mais aussi toutes les possibilités de sécurité vis-à-vis de la malveillance. On a la chance d'avoir avec nous deux experts. Christophe Rifflard, vous êtes chef de produit chez Siemens Digital Industries France, spécialiste de solutions d'automatisation industrielle et de cybersécurité. On peut l'applaudir, Christophe, ça fait bien, ça met un peu d'énergie sur le plateau. Merci. Et puis nous avons Olivier Marie, responsable du laboratoire d'évaluation chez Opida. Merci Olivier d'être avec nous. Alors, bon, on va faire un tour rapide des sociétés, une présentation rapide de votre structure. On va commencer avec Siemens. Donc Siemens, 330 000 personnes, 63 milliards d'euros de chiffre d'affaires au monde. Plus connu, on va dire, moi je vais présenter TI, Digital Industries. Donc on fournit aux industries tous les systèmes d'automatisation et digital. Donc ça part des capteurs, actionnaires, automates, contrôleurs, IPC, jusqu'aux solutions cloud, edge, IA, intelligence artificielle, cybersécurité bien entendu. Comme on va le préciser ici, la cyber, ça couvre nécessairement ensemble. Et en France, à peu près 6 000 personnes et 2 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, une petite entreprise qui se porte bien. Tout va bien. Ça va plutôt bien. Du côté d'Opida, alors Opida, c'est une filiale d'APAV qui est spécialisée dans le domaine de la gestion des risques de cybersécurité. Alors, tout à fait, on a rejoint. Oui, c'est bon normalement. Hop, oui. On a rejoint le groupe APAV il y a à peine quelques mois. Je suis un peu en difficulté pour présenter le groupe. Voilà, donc Opida, c'est une société effectivement spécialisée en cybersécurité sur tout ce qui est audit, conseil et également évaluation de produits de sécurité. Donc qui existe depuis 1998. On a rejoint le groupe APAV en septembre de l'année dernière. Donc c'est assez frais. Alors je vous invite bien sûr à poser vos questions. On se donnera un temps de questions-réponses à la fin de la table ronde. Je vous propose d'échanger environ une grosse demi-heure ensemble et puis on donnera la parole après donc, au public donc, à vos questions. Donc n'hésitez pas, je vous demanderai de lever la main puis je vous tendrai le micro. 2 points avant de nous donner votre expertise sur la sensibilisation. C'était des points essentiels lorsque nous avons échangé en préparant cette table ronde. De plus en plus, les machines sont connectées à des réseaux et indirectement potentiellement à des réseaux d'entreprises, et les machines s'informatisent de plus en plus. Donc c'est la porte d'entrée à des cyberattaques, c'est ça? Alors, effectivement, ce qu'on peut observer par rapport au métier de la cybersécurité, c'est vrai qu'au début, on s'occupait plutôt de systèmes qui étaient plutôt bancaires, donc complètement IT, de l'informatique de gestion, et c'est vrai qu'on observe de plus en plus en fait, de clients qui sont dans le domaine industriel, qui intègrent des machines, et ces machines effectivement sont de plus en plus connectées. Elles sont connectées à des réseaux Internet classiques, voire du Wi-Fi dans certains cas, et surtout elles intègrent en fait des logiciels qui sont issus du monde de l'informatique classique et qui peuvent receler un certain nombre de vulnérabilités intrinsèques. Et c'est vrai qu'intégrer des machines dans ces conditions-là nécessite effectivement d'être sensibilisé à la partie cybersécurité. Chez Siemens, vous faites le même constat, on est d'accord sur l'intégration de machines. Exactement. Aujourd'hui, on parle chez Siemens de convergence IT-OT. Donc le mariage aujourd'hui du monde de l'informatique qui arrive dans le monde de l'automatisme. Et ce qui veut dire, ça va assez loin, ça veut dire que nos automaticiens qui ont l'habitude de travailler avec des systèmes un peu d'automaticiens, c'est fermé, ils doivent prendre en compte, on va dire, cette hyper connectivité qu'on leur demande pour remonter les données, et tout l'aspect cyber devient une nécessité également à prendre en compte dès la construction de la machine, dès le design, des architectures, etc. Il y a d'ailleurs un règlement européen qui vient de sortir, Olivier. Alors effectivement, c'est une mise à jour d'un règlement qui existait déjà sur les machines, au sens large, principalement orienté sur la sûreté. Et effectivement, ce règlement qui est en cours de diffusion introduit la notion de risque cybersécurité, en fait, à l'intérieur de ce règlement, et fait appel notamment à un autre règlement européen qui lui concerne la certification de produits. Et ce qu'on voit en filigrane de ce règlement, c'est qu'on va de plus en plus imposer en fait, aux fabricants de machines d'obtenir une certification par rapport à ce règlement européen de certification.
donc d'obtenir une sorte de label qui prouve en fait que le produit est bien sécurisé avant sa mise sur le marché. Et tous les acteurs européens arrivent à se mettre d'accord sur cette norme? Alors effectivement, c'est encore en cours d'écriture, mais c'est vrai que la norme, elle, de certification existe déjà depuis un très grand nombre d'années, en fait, au niveau national. C'est étendu là prochainement au niveau européen. Et par exemple, OPIDA, qui est un laboratoire en fait agréé au niveau national pour réaliser des expertises de sécurité sur des produits, en fait, cette activité-là va s'étendre au niveau européen, et avec des accords de reconnaissance entre les différents pays. Alors, côté Siemens, comment est-ce que vous fonctionnez sur la mise en application de la cybersécurité pour les machines? Comment ça fonctionne chez vous? Alors comment ça fonctionne? Déjà la cybersécurité, souvent quand on parle de cybersécurité, les gens pensent tout de suite réseau, firewall, voilà, c'est les premières choses qui leur viennent à l'esprit. Déjà il faut éduquer les gens de cybersécurité, le maillon faible c'est vous et nous, et moi. C'est par là que l'attaque va passer prioritairement à d'autres technologies. Donc l'aspect formation, donc Siemens doit former ses clients à la cybersécurité. Doit former aussi Siemens, les gens internes qui vont intervenir chez les clients pour avoir les bonnes pratiques. Et ensuite, on va prendre le côté architecture des machines. Donc on va proposer à nos clients des produits certifiés, qualifiés. Aujourd'hui, par exemple, chez Siemens, on a une gamme d'automates certifiées et qualifiées par l'ANSSI, donc le niveau le plus haut en termes de cybersécurité. Donc un produit qualifié qui est donc recommandé par l'ANSSI pour l'utilisation, on va dire, sur les opérateurs d'importance vitale, par exemple, les sociétés qui sont critiques pour la nation. Et toutes les autres sociétés peuvent bien sûr bénéficier de ce tel matériel puisque c'est natif à notre matériel. Donc ça, c'est un gage de sécurité. Donc on encourage nos clients à utiliser ce genre de matériel et après on leur propose, on va dire, une architecture qui va répondre à l'aspect cybersécurité, comment mettre en place cet aspect cybersécurité au niveau des machines, c'est-à-dire segmenter les réseaux. Si on donne, pour comparer un peu ce qui se passe dans un immeuble, vous mettez des portes coupe-feu, pour éviter que le feu se divulgue partout, et bien sur des architectures et des machines, on va structurer de la même manière pour éviter que, en cas de virus, on impacte aussi bien le monde OT que le monde IT. Donc on va utiliser des firewalls ou des systèmes de sécurité natifs matériels. Voilà. Pas mettre tous ces œufs dans le même panier, hein, si j'ose dire, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est contrairement, comme on dit que le risque zéro n'existe pas à un moment donné, on va être touché par un virus ou par une attaque. Même si vous pouvez déployer ce que vous voulez en termes de cybersécurité, à un moment donné, vous allez être touché. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place les process pour pouvoir revenir rapidement à de la production. Donc il faut s'organiser en termes de backup, être sûr qu'on a les derniers backups pour, si vous êtes touché, pouvoir généralement revenir au dernier état. Et avoir des technologies, par exemple, quand vous avez dans la production, vous utilisez des technologies redondantes, ben, quelquefois la redondance peut nous tuer également, c'est-à-dire que si une attaque se fait sur un système, s'il est redondant, ben, si c'est le même système, vous allez taper sur les deux systèmes, vont tomber, tandis que peut-être même varier du Windows et Linux par des systèmes complémentaires qui éviteront les attaques de se divulguer trop facilement. Voilà. Si je résume, la cybersécurité ne tient pas seulement à une seule solution, mais à un ensemble de solutions. Hein, c'est ça, hein, Olivier? Tout à fait. Nous, on intervient dans un autre aspect en fait, de la problématique de cybersécurité, c'est-à-dire que nous, on va être plutôt en contrôle. Hein, c'est un métier de toute façon natif de la PAV. Hein. Donc nous, on va réaliser plutôt des audits. On va vérifier qu'effectivement l'intégration qui a été faite, par exemple, par les gens comme Siemens, de matériel, de réseau, etc., est conforme à un certain nombre de bonnes pratiques, à un état de l'art. On va s'assurer effectivement au travers d'audits qui soient techniques ou organisationnels, parce qu'effectivement la cybersécurité c'est pas exclusivement de la technique, mais c'est aussi beaucoup d'humains. Donc effectivement on va s'assurer que les principes de sécurité sont respectés au sein d'une organisation ou d'une unité de production par exemple. Donc c'est vrai que la partie machine fait partie aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments que l'on va regarder quand on va auditer en fait un site industriel. On ne va pas faire que la comptabilité ou des choses comme ça. On va regarder l'intégralité du réseau. Ce que je voudrais rajouter aux propos qui viennent d'être évoqués, c'est que effectivement, il faut d'abord, avant de mettre de la technique partout, parce qu'effectivement, cybersécurité, on pense tout de suite antivirus,
on pense pare-feu, etc. Il y a aussi à se poser la question, quelles sont les informations qui sont essentielles au sein de mon entreprise et donc éventuellement de mon unité de production, quels sont les processus qui sont critiques. En fait, il convient de faire ce qu'on appelle dans notre jargon une analyse de risque, qui va déterminer sur quels axes en fait, il faut vraiment porter la sécurité et sur quels autres on peut éventuellement avoir une certaine prise de risque, soit en isolant effectivement les systèmes les plus critiques des autres qui sont moins critiques. Donc il y a toute une démarche en fait à mettre en œuvre. En ce qui concerne les machines à proprement parler, c'est dès la conception effectivement qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Donc c'est la responsabilité entre guillemets est partagée entre le fabricant de la machine qui lui devrait normalement se poser la question de la cybersécurité. On pense notamment à tout ce qui est télémaintenance, parce que sur vos machines, voire même sur des ordinateurs dans l'IT standard, il y a beaucoup de canaux en fait, qui sont ouverts parce qu'il y a de la télémaintenance du constructeur qui est ignorée par l'utilisateur. Donc ça commence dès la conception en fait, du produit chez le constructeur de machine jusqu'à l'utilisateur final qui, lui, cette machine-là, il va la mettre dans un environnement particulier et il doit s'assurer que la machine qu'il intègre dans son environnement ne va pas apporter de vulnérabilité supplémentaire et inversement, que son environnement ne va pas faire porter des risques aussi sur la machine. Donc c'est vraiment un ensemble qu'il faut étudier. Donc vous fabriquez en gros les machines, vous intervenez sur la sécurité, c'est ça? Vous êtes complémentaire? Vous êtes dans l'installation? Installation, vérification. Oui, ils vont intégrer. Ouais, c'est ça. Ils vont être plutôt dans la phase intégration, fabrication en fait, de produits que nous, on va évaluer. J'ai un confrère qui citait à l'instant en fait, le fait qu'ils ont un produit qui est certifié par l'ANSSI. Donc évidemment, Opida est agréé pour délivrer ce genre de certification. Là, c'est un de mes confrères qui a fait cette évaluation-là en fait, de sécurité. Mais effectivement, on est assez complémentaires dans le sens où, côté Opida, on va tester éventuellement les produits pour les qualifier, pour qu'ils aient un certain degré de confiance. Eux, ensuite, ils vont les intégrer à l'intérieur d'une unité de production, leurs produits. Et nous, après, notamment chez les opérateurs d'importance vitaux, parce qu'on a une autre qualification de la part de l'ANSSI, on va être autorisé à aller auditer ces opérateurs d'importance vitaux pour vérifier que les installations ont effectivement été installées de manière correcte, qu'il n'y a pas de risque résiduel, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu complémentaires à ça. Exactement. Donc vous êtes vraiment complémentaires. Alors c'est intéressant parce que moi je pense à toutes les personnes qui sont là, qui ont des unités de production, toutes les machines sont connectées. Ce matin on avait une très belle table ronde que vous découvrirez en replay, là je me tourne vers la caméra, en replay prochainement sur le site de Proxinov et aussi sur l'ensemble des réseaux. On avait une table ronde sur les exosquelettes. Et j'ai découvert avec Naval Group, avec Bernard Boule et toute son équipe qui est là, que les exosquelettes sont connectés. C'est-à-dire qu'on est capable, connecté en Bluetooth, on est capable de savoir quelle a été la durée, l'efficacité, etc. Ça fait partie des machines. Alors comment faire pour les exosquelettes? C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus d'objets qui sont connectés, et donc qui dit connecté dit une porte ouverte éventuelle à des attaquants qui peuvent essayer au travers de vulnérabilités qui seraient à l'intérieur même du produit, d'en prendre le contrôle. Et un peu plus dangereux, je dirais, sur la partie machine, c'est que la machine peut éventuellement porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Si on pense à un robot, là, on est dans une salle avec des robots, les robots qu'on voit là, s'ils commencent à tourner en tout ou à dépasser les limites de fonctionnement, ça peut avoir un certain nombre d'incidences assez dramatiques. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué que dans la vie numérique pure où souvent c'est des données virtuelles qui peuvent être perdues ou divulguées. Là, on peut avoir vraiment directement un impact physique en fait, sur l'environnement en fait, de l'équipement concerné. Effectivement, parce qu'on pourrait presque prendre à distance la main sur l'exosquelette. Je pense à Kylian qui est soudeur sur le site de Lorient. Si il a une tâche qu'il doit faire à 90 degrés et que d'un coup quelqu'un s'amuse à lui dire non, maintenant tu vas aller à 45 degrés ou alors on va le voir tourner comme ça, il est dans la salle, c'est pour ça que je le regarde. Non mais c'est intéressant, il faut être quand même extrêmement vigilant sur les attaques, ce soit donc l'intégration de machines dans les unités de production mais aussi sur les exosquelettes. Est-ce que vous avez aussi des exemples à nous donner de cyberattaques qui ont eu des conséquences un peu fâcheuses, dirons-nous, sur l'ensemble des productions? Disons qu'il y a quelques années, ce qui a le malware Stuxnet, c'est, on va dire en termes d'attaque, c'est ce qui a été le plus connu.
À l'époque, ça avait fait d'ailleurs pas mal de mauvaises publicités à Siemens, puisque c'était un produit Siemens qui avait été, on va dire, touché. C'était lors de la crise face à l'Iran sur l'enrichissement d'uranium. Une attaque étatique en fait pour limiter, bloquer l'accès, on va dire, de la bombe nucléaire à l'Iran. Et donc, pour schématiser, l'attaque, c'était donc un virus qui attaquait typiquement les communications entre les interfaces homme-machine, on va dire les automates, on va dire. Et ce que ça faisait, donc c'est ça qui est assez, qui est le plus embêtant, c'est qu'un virus, quand il y a une attaque, si on ne monitore pas ces machines, on ne surveille pas, et généralement quand on s'en rend compte, c'est trop tard. C'est comme vous et moi, on est malade, si on va pas régulièrement chez le médecin pour faire des contrôles, si on y va trop tard quand on a les symptômes, c'est fini, on ne peut rien faire. Là, c'est la même chose. Donc il faut toujours surveiller son parc et mettre ce qu'il faut pour surveiller les signaux faibles et s'assurer que quelque chose est en train de se déployer. Il faut faire quelque chose. Donc pour revenir à Stuxnet, ça tapait sur les communications entre l'interface homme-machine et le contrôleur principal, et vu que les communications n'étaient pas chiffrées, il interceptait les consignes de l'opérateur, il échangeait pour détruire, on va dire, tout ce qu'il y avait en dessous, sans que l'opérateur se rende compte, parce que pour lui, il ne voyait rien. Donc, depuis là, Siemens, donc à l'époque, Stuxnet, quand c'est apparu, il y avait des drapeaux Siemens qui flottaient, donc c'était une mauvaise publicité. Par contre, ça a été un déclencheur pour Siemens pour mettre tout ce qu'il y avait en place dans ses produits pour pallier à tout ce genre d'attaques, et maintenant on est sur des solutions de chiffrage de bout en bout pour éviter ce genre de choses. On a déployé énormément de solutions par rapport à ça. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a des attaques à l'époque, on parle beaucoup d'Ukraine, à l'époque où ils avaient coupé les réseaux électriques, et ils n'avaient plus d'alimentation électrique pendant quelques jours, ou à Los Angeles, des feux tricolores qui avaient été mis blackout complet avec tous les accidents que ça arrive. Voilà, c'est tous les jours que ça arrive, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a beaucoup de sociétés qui sont touchées également, et généralement, personnellement, quand je rencontre des sociétés, généralement on nous dit bon, ça ne nous concerne pas. Et je leur dis généralement ça vous concernera. Puis dès que vous allez toucher, là, vous aurez les moyens, vous aurez tout ce qui va tomber. Tout le monde ça va être concerné parce que ça tombe à un moment donné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça coûte très cher, donc il faut vraiment prendre le sujet en main. Il y a certaines sociétés qui considèrent qu'ils ne sont pas connectés, donc on ne craint rien. Ben si, parce qu'une simple clé USB sur un parking, généralement, vous comme moi, on va prendre la clé, si on n'est pas formé, on va la mettre sur le PC, et c'est parti, quoi. Donc on est toujours concerné, et même quand on fournit des machines à un client, comme Olivier a précisé, on donne une porte d'accès, une possibilité de porte d'accès par un attaquant. Donc il faut s'assurer que ce qu'on fournit au client, ça soit robuste et sécurisé. C'est comme si chez vous, vous achetez une caméra. Si vous mettez une caméra à 10 € chez vous, je préfère pas la mettre, de toute façon, qu'il y a des plaques d'or partout, ça risque d'attaquer et de vous filmer ou prendre le contrôle de je ne sais quoi sur votre maison. Donc c'est la même chose, si on fournit du matériel à une usine, il faut s'assurer qu'on ait toutes les sécurités qui sont mises en place pour éviter ce genre de choses. Et avoir du matériel certifié ou qualifié, c'est encore un gage, quand vous vendez votre machine, de sécurité pour votre acheteur potentiel. Ah, mais quelles sont les possibilités, en tout cas, de sécurité vis-à-vis des machines, justement, lors de l'installation? Alors, déjà, la sécurité la plus simple, déjà on parlait de formation des gens, c'est essentiel. Le deuxième, ça veut dire, c'est comme un château fort. Typiquement, quand on parle de cybersécurité, vous n'avez pas un produit, c'est un ensemble, une solution, c'est un ensemble de petites choses. C'est des choses simples à mettre en place qui permettent d'arriver à un niveau de sécurité acceptable. Déjà dans l'usine, il faut que tout le monde vous rentrez pas comme dans un moulin, c'est-à-dire vous avez des badges, vous avez un poste de garde qui est là pour sécuriser les accès des personnes à tels endroits. Vous avez des badges, vous ne pouvez pas aller n'importe où dans l'usine. C'est déjà le premier rempart. Le deuxième rempart, on va parler réseau. IT, OT, on les connecte, mais on ne les connecte pas en direct et c'est parti. Non, on met des firewalls, on protège, on segmente. Et le troisième niveau, ça va être l'intégrité des systèmes, s'assurer que tous les systèmes, quand vous mettez un automate aujourd'hui, vous avez des serveurs web, vous avez des mots de passe, tout ça. Donc généralement, on a tendance à ne pas les mettre. C'est-à-dire, il y a des gens de maintenance qui vont dire on ne va pas s'embêter avec ça, maintenant il faut les mettre. Il ne faut pas laisser password ou admin, il faut mettre des passes, il faut vraiment fermer les portes. Partout où vous avez des portes potentielles que vous n'utilisez pas, il faut utiliser des solutions, des mots de passe pour bloquer, pour sécuriser chaque élément. Et ça va jusqu'au simple switch avec plusieurs ports, un simple capuchon pour coucher les ports non utilisés. Ça évitera, ça empêchera, comme le voleur qui va chez vous, vous allez le retarder, ça empêchera la personne qui veut se connecter. S'il n'y a pas de port, c'est encore un truc de plus qui va ralentir et
et qui va éviter de contaminer votre réseau. Et surveiller le réseau, mettre une surveillance du réseau, mettre des détections, des alarmes dès qu'il se passe quelque chose sur le réseau qui ne doit pas se passer, alerter, surveiller vos applications, mettre des checksums automatiques qui permettent, par exemple, s'il y a une modification du soft, checksum modifié du soft, on alerte. Alerter, c'est essentiel. Alerter, mettre des œillets de protection sur les automates. Vous avez des petits trous au niveau pour accéder aux cartes mémoire et aux ports. Et ben, vous pouvez mettre des œillets comme le gaz ou le mettre. Pourquoi? Ça ne va pas l'arrêter, mais si, ça va permettre, si vous baladez dans le vide, d'avoir l'œillet est enlevé. Pourquoi il est enlevé? Et tout de suite, vous pouvez commencer à chercher avant que la crise se déclenche. Alors c'est intéressant de donner justement toutes ces possibilités-là. Moi je me mets à la place des personnes qui sont dans le public, qui ne sont peut-être pas aussi non plus des pros de l'informatique, des réseaux, etc. Moi ce que je comprends c'est qu'il faut être accompagné. Il faut être accompagné d'une société comme la vôtre par exemple. Effectivement, oui, on accompagne bon nombre de nos clients effectivement dans la mise en œuvre de mesures de sécurité, qui en règle générale sont mises en œuvre soit par des intégrateurs effectivement ou je dirais par des services informatiques externalisés, en tout cas dans la partie PME. Mais effectivement, notre lot quotidien, effectivement, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider, notamment à ce que je disais tout à l'heure, identifier d'abord quels étaient les risques, quelles sont les zones sensibles à l'intérieur de mon entreprise. C'est l'analyse de risque. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, effectivement, on peut commencer à mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui viennent d'être évoquées, mais bon, il peut y en avoir d'autres. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, moi, le nombre de fois où on a vu dans certaines unités de production, le réseau de terrain il est connecté au réseau de la compta, ou enfin, le réseau est complètement à plat. Voilà, typiquement, ça peut être des mesures assez simples. Mais effectivement, que des sociétés qui ne sont pas forcément accompagnées, pas forcément sensibilisées à ces aspects-là, finalement, on se dit, moi, je n'ai pas de risque, personne m'en veut, ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas forcément que la malveillance dans la partie cybersécurité, même si c'est un domaine effectivement important. Si vous êtes en ligne de mire soit d'un État, quand on parlait effectivement de la partie iranienne, mais ça peut être un concurrent éventuellement, qui peut essayer de paralyser votre entreprise. Mais ça peut être tout à fait la panne, le dysfonctionnement. Enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait que votre unité de production, elle cesse de fonctionner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des équipements, y compris les machines, qui intègrent de plus en plus de communication, de plus en plus de services qui sont ouverts, entre guillemets, par défaut, que vous n'allez pas utiliser, mais vous n'êtes pas au courant que ces services-là sont ouverts, ça peut être soit une porte d'entrée, effectivement, à des attaquants, soit ça peut provoquer, par exemple, un dysfonctionnement. Moi, j'ai déjà vu, alors c'est pas dans le domaine industriel, mais j'ai déjà vu un système bancaire particulièrement sensible, où du jour au lendemain, il y avait un des équipements du réseau qui nécessitait une sorte de mise à jour de clé de sécurité. L'utilisateur final qui utilisait ça, le client bancaire, n'était pas au courant de cette fonctionnalité-là. Le système fonctionnait parfaitement. Et du jour au lendemain, il y a eu une sorte d'expiration de cette clé, et ça a tout bloqué. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on pleure, et après dans ces cas-là, on pleure, on essaie de remonter le système, sachant que c'est un système excessivement critique, même pour des particuliers. Donc voilà, ça peut être aussi, il n'y a pas forcément que la malveillance, il peut y avoir le dysfonctionnement ou la méconnaissance finalement du système que l'on opère. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on installe aujourd'hui, et c'est à n'importe quel niveau, même votre téléphone portable, il fait tout un tas de choses que vous ignorez. Il offre des possibilités grandissantes en termes de communication et parfois, ne serait-ce que ça, si vous l'ignorez, vous pouvez vous mettre en risque. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse les mises à jour de mon iPhone. Par exemple, typiquement, on n'a pas parlé effectivement de la mise à jour, et c'est vrai que dans le domaine industriel, c'est un gros problème, parce que la mise à jour effectivement d'un téléphone, au pire, il ne va pas refonctionner tout de suite, vous allez peut-être être obligé de passer, ça arrive, ça a tendance, ça arrive à tout le monde, de passer une mise à jour plusieurs fois sur son téléphone ou sur son ordinateur. Mais quand il s'agit d'une unité de production, déjà, on va se poser la question avant de passer la dernière mise à jour. Effectivement, le réflexe que vous avez là sur votre téléphone, parce qu'on avait discuté en préparant la table ronde, ce réflexe-là, dans le domaine industriel, parfois, je ne sais pas si c'est sur une ligne de production, je sais pas, une commande de contrôle d'une centrale nucléaire, on ne va pas passer le dernier patch de Windows 10, comme ça. Il va y avoir quand même une analyse pour dire est-ce que vraiment on en a besoin. Donc c'est un peu un équilibre, mais c'est entre
effectivement la menace qui pèse sur le fait qu'on ne met pas à jour, parce qu'en règle générale, les mises à jour vont corriger des problèmes de sécurité, par rapport à la sûreté finalement de l'installation. C'est vrai que dans le domaine industriel, on observe que souvent il y a un équilibre un petit peu entre ces deux aspects, mais il n'en reste pas moins que effectivement les mises à jour, dès qu'on peut, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, mais quel que soit le système en fait, que ce soit personnel pour le personnel ou dans le domaine professionnel. Alors, on a tendance à dire tant que ça marche, on touche à rien. C'est ça, hein? Oui, mais c'est exactement ce que nous dit, c'est mise à jour, mais c'est gestion si obsolescence, c'est ça. C'est-à-dire tant que ça marche, on n'y touche pas, mais si, il faut toucher, parce que souvent on a des lignes de production qui tournent, on ne veut pas y toucher. Bon, en outil, c'est ça, hein. Tant que ça tourne, c'est la disponibilité, on ne veut pas toucher. En IT, si l'imprimante ne tourne pas pendant 2 heures, c'est pas bien grave. C'est la différence entre IT et OT. Donc, Et au niveau obsolescence, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un système vieillir et tant qu'il tourne, on n'y touche pas. Il faut toujours mise à jour et s'assurer qu'on peut toujours avoir des correctifs sur les vulnérabilités qui sont découvertes. Il faut savoir que des vulnérabilités, il y en a tous les jours. Chez Siemens, aujourd'hui, on a un site qu'on appelle le ProductCert, sur lequel Siemens publie toutes les vulnérabilités sur l'ensemble de ses produits. C'est-à-dire que dès qu'une vulnérabilité est découverte sur un des produits Siemens, on le publie sur le site, donc ça veut dire que tous les clients peuvent s'abonner, c'est gratuit. Hein. Profitez-en, c'est gratuit. Et donc, on peut, grâce à ça, en s'abonnant, se rendre compte que dès que la vulnérabilité, être informé, c'est ça qui est essentiel, être informé que potentiellement on a un produit qui est touché, à regarder quel produit et avoir un patch correctif dès qu'il est disponible. Donc c'est toujours dans cette démarche-là, toujours s'assurer d'être informé en cas de crise que une vulnérabilité nous touche, sur quel produit et d'avoir le patch et corriger, mettre le firmware à jour. Voilà. Donc l'obsolescence, il faut la gérer au continu. Et aussi le backup qui va avec. Hein. J'insiste beaucoup sur les backups, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le backup il est géré sur un disque dur chez le voisin ou sur la PG ou la PC, le PC du copain, quand il est intervenu, c'est lui qui a la dernière version. Non, il faut centraliser tous les backups de vos machines, s'assurer que c'est les derniers. Et le troisième point, c'est on n'intervient pas, n'importe qui n'intervient pas sur les machines avec des intervenants de l'extérieur comme étaient à l'hôtel la veille et qui sur le Wi-Fi, puis après ils arrivent chez vous, ils vous connectent sur votre réseau pour corriger votre machine, ça ne marche pas. Il faut des PC dédiés à votre machine qui ne sortent pas de votre usine. Et donc, à partir de là, voilà, on peut considérer que voilà, c'est quelques petites règles bout à bout qui permettent de sécuriser l'ensemble, quoi. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, Christophe, on en a donné quelques-unes, et les bonnes pratiques, justement, les points clés lorsqu'on connecte une machine pour éviter que ce soit une porte d'entrée à une cyberattaque. Déjà, c'est vérifier quelle est la configuration par défaut de cette machine. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la plupart des équipements, quels qu'ils soient, aujourd'hui, fournissent un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être activées ou pas par l'utilisateur, utilisées ou pas par l'utilisateur final. Et c'est vrai que la première chose qu'il faut faire, c'est déjà regarder la configuration par défaut de son équipement, fermer un certain nombre de services qui ne sont pas utilisés. Et ça, parfois, sur certaines machines, il y a pléthore de services qui sont ouverts, qui ne sont pas utilisés, mais qui sont activés. Et ça, c'est typique d'une porte d'accès. Donc, voir la connectivité, finalement, un petit peu de la machine. Voir quelles sont, effectivement, les mises à jour qui sont disponibles ou pas au moment où on va commencer à démarrer sa mise en production, donc la mettre à jour, la mettre dans un réseau qui est suffisamment isolé si le processus industriel est particulièrement critique, donc s'assurer qu'elle n'est pas connectée à tout va au sein de l'unité de production, et puis éventuellement de faire appel effectivement à des sociétés comme Opina qui vont aller vérifier que finalement l'implantation de cette machine à l'intérieur de l'unité de production respecte un certain nombre de règles de sécurité, qu'elle a été correctement installée et qu'il n'y a pas de porte dérobée, entre guillemets, qui pourrait être laissée active. Notamment, je pense à des machines qui, là on parle de réseau éventuellement filaire, mais il y a des machines, moi j'ai déjà vu, notamment dans le monde nucléaire, des équipements qui travaillent en Wi-Fi. Donc des travailleurs en Wi-Fi, ça veut dire que si on se met une certaine distance, on peut essayer de se connecter dessus. Et ça, voilà, ça va être la vie de tous les jours, mais y compris dans le quotidien, en tant que particulier. Hein, quand vous commencerez à avoir des voitures connectées, ça va être la même chose. Enfin voilà, le champ d'investigation là-dessus en termes de cyber, il est quasi infini. On parlait d'exosquelette, voilà. La voiture connectée, c'est pareil. Il faut
bien que les industriels se posent la question, ils se la posent, puisque nous on travaille en collaboration avec un certain nombre de fabricants d'automobiles pour réfléchir justement à la partie cybersécurité de ces fameuses voitures autonomes qu'on annonce partout et pour lesquelles il ne faudra pas qu'un pirate à distance tourne le volant à droite d'un coup pour provoquer un accident. C'est typiquement l'exemple, c'est une machine comme une autre, j'allais dire, hein, une voiture, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui déjà, sur les voitures qui existent de nos jours, vous avez déjà des connexions Internet sur celles qui existent déjà, mais dans les deux sens. Vous pensez que vous avez des services qui permettent d'accéder à Internet, mais il y en a qui sont entrants aussi, hein, qui vont aller analyser votre voiture, ou qui... moi, il m'est arrivé un truc comme ça, où je ne sais pas comment ils ont fait. Je me suis retrouvé, j'avais un pneu crevé. Dans les 3-4 minutes qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir de la pub pour des compresseurs de commander des pneus. Ah, ça va loin. Donc on peut se poser la question. Ah ouais. Voilà. Bienvenue dans le nouveau monde. Exactement. Hein. Donc je pense qu'il y a du travail à la fois pour des sociétés comme les nôtres en termes de cyber, mais il y a aussi également surtout beaucoup de travail de la part des constructeurs déjà, pour lesquels je pense qu'ils vont être incités en termes de machines cette fois-ci, ils vont être incités de plus en plus effectivement à regarder la cybersécurité de ça, via le règlement européen dont on a parlé. Et puis au niveau des utilisateurs finaux, parce qu'effectivement maintenant dès qu'on rentre un système qui soit informatique de base, un téléphone portable, n'importe quoi, une machine, ça peut avoir une influence sur le fonctionnement en fait de l'entreprise. Il y a eu des sociétés comme Saint-Gobain, je crois qu'ils ont annoncé le piratage qu'ils ont eu il y a quelques années, ça leur a coûté 200 millions d'euros. Et on a des exemples aussi en Vendée où des boîtes se sont arrêtées pendant 2-3 semaines. Voilà, les unités de production, donc c'est pas évident. On va passer aux questions du public. N'hésitez pas, vous levez la main. Je suis sûr que vous avez des questions. Je vous ai vu dans la salle hocher la tête. Dan Deveau de VCM, il n'a pas une question, Dan Deveau de VCM? Non, c'est très clair. C'est très clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Pardon? Question ou remarque? La question ou remarque, hein. Et effectivement, on peut, si vous voulez rajouter des choses, parce que je sais qu'il y a des experts en cybersécurité aussi qui sont dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? La certification européenne... Attendez, bougez pas, je vous apporte le micro, ça vous dérange pas? Ça va plus simple. Merci. La certification européenne, elle impose aux constructeurs un chiffrage et un cryptage en 56 bits, en double... Une certification doublée. Alors cette certification-là n'impose pas de mécanisme particulier de sécurité. En fait, elle va imposer que les fabricants de machines en fait, fassent évaluer leurs produits vis-à-vis de la cybersécurité et les fassent évaluer par rapport à 3 niveaux, en fait, 2 niveaux d'évaluation différents. Un peu comme à la mode le marquage CE et la partie NF. Donc en fait, ils citent dans ce règlement le fait que les fabricants de machines devront évaluer la cybersécurité de leurs machines et devront être certifiés soit un premier niveau qui est dit dans le règlement comme étant, cette fois je parle du règlement européen de certification, donc, dont le règlement machine fait référence, auquel ce règlement machine fait référence. Donc il cite les 2 niveaux parmi les 3 qui sont évoqués dans le règlement en fait, sur la certification de produits. Il cite ce qu'on appelle le niveau basique, qui correspond à peu près au CE, c'est-à-dire que c'est l'autodéclaratif. Et il cite un autre niveau qui s'appelle le substantiel, qui lui va correspondre plutôt à une norme qui serait de type NF, où là il y a un laboratoire en fait, accrédité en général au COFRAC. Typiquement au PIDAN, on est cofraqué sur la norme ISO 17025 en tant que laboratoire d'essai. Et donc là, il va y avoir en fait intervention d'un laboratoire d'évaluation qui va évaluer par rapport à des normes. Et a priori, la norme qui est choisie, c'est une norme internationale que nous on utilise déjà depuis 20 ans sur la certification de produits, qui s'appelle les Common Criteria, c'est une norme ISO. Et donc il y aura intervention potentiellement d'un laboratoire indépendant qui va juger en fait de la robustesse de la machine vis-à-vis de certains mécanismes de cybersécurité. Et pour en revenir à la question posée, en fait, ça va dépendre un peu de l'état de l'art. Donc il y a un état de l'art effectivement en termes de chiffrement, mais le règlement lui ne va pas lister en fait un certain nombre d'exigences en fait, si c'est votre question. Par contre, c'est vrai que nous, quand on fait des évaluations de produits de sécurité, alors pour l'instant, on fait plutôt des évaluations de produits, genre des pare-feux, des logiciels de chiffrement, des choses comme ça. On a un état de l'art, effectivement,
qui est dicté en France par l'ANSSI et qui va effectivement imposer un certain nombre de règles sur les algorithmes de chiffrement. Mais le règlement européen, lui, n'imposera pas, je dirais, en indiquant de manière précise qu'est-ce qu'il faut faire pour telle ou telle machine. Donc chaque constructeur se doit aujourd'hui de proposer à ses clients des outils de chiffrement et de cryptage à disposition. C'est au client final d'en faire ce qu'il souhaite en fait. Tant que le constructeur met à disposition ces outils-là, il est certifié et il propose des produits sûrs. Alors en fait, le chiffrement, c'est une des manières de sécuriser, mais c'est pas la seule. En fait, il y a d'autres fonctionnalités de sécurité qui doivent être fournies en fait, pour se prémunir d'attaques cyber. Le chiffrement en fait partie. Oui, bien sûr. Et effectivement, le règlement tel que je l'ai lu, en fait, va imposer finalement au constructeur de se dire conforme entre guillemets à un certain état de l'art, mais en s'auto-déclarant, en disant moi je suis conforme, voilà. Comme la norme CE. On peut tout à fait fabriquer, me semble-t-il, une poupée ou une peluche en Chine, mettre le marquage CE et dire moi je suis conforme et la vendre en Europe. Donc ça sera le même principe. Ils pourront soit s'auto-déclarer, soit faire appel donc pour un niveau supérieur d'assurance finalement, donc, puisque là c'est un tiers qui va valider, c'est des tiers accrédités comme nous qui vont valider, donc des experts dans le domaine, cette fois-ci vont valider en fait la cybersécurité de la machine et pour lequel le constructeur obtiendra un beau coup de tampon de la part de l'ANSSI, qui est le régulateur français en fait, hein, qui est au sommet de la pyramide en termes de cybersécurité en France. Et là, ils auront un beau label avec le nom de l'ANSSI qui dira bah, ce produit, il a été évalué et certifié par un laboratoire en fait, privé qui a attesté qu'effectivement les mesures de sécurité qui sont à l'intérieur du produit sont robustes. Après, ça ne va pas s'imposer comme ça aux fabricants, c'est plutôt le marché qui va l'imposer, dans le sens où le règlement européen, il prévoit que soit le constructeur il fait de l'autodéclaratif, soit il fait appel, donc il paye un laboratoire en fait, d'évaluation. C'est plutôt les utilisateurs finaux, je pense, les clients finaux qui vont installer ces machines, qui peut-être dans certains domaines, on peut penser, je sais pas, au médical par exemple, pourquoi pas, qui vont dire, bah, moi maintenant messieurs, quand vous allez me livrer une machine, bah, il faudra qu'il soit tamponné au niveau substantiel vis-à-vis du règlement européen sur la certification de produit. Mais dans le règlement tel qu'il est écrit, il n'y a aucune exigence et c'est pour l'instant, c'est le marché en fait qui va peut-être s'autoréguler là-dessus. Merci pour votre question. Merci pour votre réponse, Olivier. Oui, je vous apporte le micro. C'est une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Actuellement, en fait, il n'y a aucun règlement qui impose quoi que ce soit aux fournisseurs de machines. Est-ce que des avions pourraient demander à ce qu'il y ait un audit sur les machines qui soit fait pour vérifier qu'elles soient sécurisées ou pas? Je n'ai pas entendu toute la fin. En fait, en gros, est-ce que dès aujourd'hui, on pourrait demander à ce qu'une certaine norme de sécurité soit intégrée aux machines, ou est-ce que c'est prématuré parce qu'il faut attendre que ce règlement il soit publié officiellement? Ah bah, moi, j'ai des clients qui se préparent, mais pas exclusivement sur le domaine machine. Hein. En fait, ces certifications-là, dans la mesure où de toute façon le règlement qui va sortir n'impose pas que ça soit évalué par un tiers, donc ça peut être de l'autodéclaratif. N'importe qui pourrait commencer à se dire voilà, je suis robuste, etc., par rapport à l'état de l'art en matière de cybersécurité. Donc il n'y a rien qui l'impose. Ce qui l'imposera, moi c'est ce que j'ai observé notamment dans le domaine du contrôle d'accès physique, c'était des produits qu'on ne certifiait pas jusqu'alors, et il s'est trouvé que des opérateurs d'importance vitaux, finalement dans des cahiers des charges, imposent qu'il y ait un coup de tampon qui soit donné justement par l'ANSSI, donc à un niveau d'évaluation un peu plus haut que la partie de ce qu'on va faire sur le substantiel. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les constructeurs de contrôle d'accès, qu'ils soient gros ou petits, parce que dans ce domaine-là, il y a des acteurs multinationaux comme Fichet qui sont dans ce domaine-là, mais il y a aussi des petites PME, ils se sont tous mis à faire de la certification de cybersécurité de leurs produits. Donc en fait, c'est le marché qui va le déterminer, c'est pas tant le règlement qui va imposer quelque chose, puisque à partir du moment où j'estime que le constructeur peut s'auto-déclarer conforme, en fait, c'est lui qui prend le risque, à la limite. Hein. S'il raconte des histoires, c'est lui qui va prendre le risque. Mais le règlement ne va pas imposer qu'il y ait une certification qui soit obtenue par un tiers. Donc quelque chose qui soit payant pour, entre guillemets, les consommateurs en termes de ressources internes pour préparer ce genre de certification, parce que ça ne se fait pas juste un peu comme ça en claquant du doigt. Mais
n'impose pas. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'ai actuellement. Le règlement, me semble-t-il, n'est pas définitif, donc il faut attendre un petit peu que ça sorte vraiment de manière officielle. Mais de ce que j'en comprends, sur ces aspects-là, ça ne bougera pas. Autre question? Autre remarque? Quels sont, en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de cette table ronde sur cette thématique de la sensibilisation à la cybersécurité lors de l'installation de machines en unité de production? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne en quelques mots? Retenir simplement que la cyber, c'est pas un produit, une chose, c'est un ensemble de solutions à mettre en place. Donc je l'ai dit, comme toutes celles qu'on a citées, du simple bouchon pour boucher les ports, voilà. C'est un ensemble de petites choses qui vous font arriver à un niveau de maturité au niveau de la cybersécurité. Et c'est pas uniquement donnez-moi le produit qui permet de sécuriser la machine. Dernier exemple que je vais préciser, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent j'entends les constructeurs de machines qui font des accès à distance, c'est très bien, il faut les sécuriser, mais qui déploient sur leur machine on va dire les systèmes pour charger leurs automates. Ils installent les logiciels de développement à distance sur leur machine pour pouvoir à distance prendre en main. C'est une grosse bêtise. Parce que ça veut dire que le hacker a tout ce qu'il faut pour tout modifier. Voilà, c'est tout bête. En fait, c'est que du bon sens à mettre en place, plein de petites clés pour être sécurisé. C'est pas une chose, c'est plein de choses. Olivier, pour conclure? Pour conclure, moi, je voudrais juste signaler effectivement que dans le domaine industriel, chez Opida, on a presque 25 ans d'existence. C'est un monde dans lequel on intervenait qu'assez peu, jusqu'à quelques années. C'est un domaine en fait qui est de plus en plus visé par des attaques informatiques qu'on ne voyait pas avant. Ce n'étaient pas ces secteurs-là qui étaient particulièrement visés. C'était plutôt la banque, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on intervenait plus dans ce domaine-là. Et c'est vrai que depuis quelques années, on observe de plus en plus en fait, de clients, soit qui nous font intervenir en amont parce qu'ils ont pris conscience en fait, du risque, soit qui nous font intervenir en pompier, encore récemment, une société d'autoroute, les péages qui sont bloqués, on est obligé de laisser ouvert, puisque les gens passent gratuitement. Donc on observe de plus en plus en fait, de problématiques qui sont liées vraiment au monde industriel. Il y a un monde avant où finalement les personnes qui travaillent dans ce domaine, comme on l'a dit au début, se croyaient entre guillemets plutôt à l'abri parce que c'était un monde fermé, plutôt un monde où il y avait peu d'informatique, c'était vraiment beaucoup d'électronique. Et je pense que voilà, ce qui est important, c'est de se rendre compte que de plus en plus, ce domaine-là va être soumis en fait, à la fois des parties réglementaires, mais surtout à des menaces. Merci donc à Christophe Rifflard de Siemens Digital Industries, Olivier Marie de Opida, on peut les applaudir très fort, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être intervenus aujourd'hui pour la journée technique Proxima qui continue, qui n'est pas terminée. Vous allez continuer justement de découvrir les entreprises adhérentes qui présentent leurs applications dans cette usine pilote juste à côté, le PRX 4.0. Merci à vous et belle journée.